Scotché, quel contre. Bon appétit. 40-0, dernier manche. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Tous les sports sont dans le Bisport avec Nassourdine Abdillah. Allez Tiffany, c'est ton moment, le ski. Là, on est, pour rien vous cacher, là on est en train de regarder, qu'est-ce qu'on regarde? Ah, t'es deux. Combat. Moi je regarde par contre, c'est la Mastart féminine, je vais vous en parler dans mon papier, prends pas de l'avance Nassourdine. Non, vas-y, de toute façon je risque pas, t'inquiète. Vas-y, c'est à toi. Alors du coup, donc ce week-end, donc les Français, ils ont vraiment brillé. Donc déjà on va commencer par un petit résumé de début de saison pour chacun des sports parce qu'on a pris pas mal de retard. Alors le biathlon homme d'abord, donc avec Martin Fourcade qui a surdominé tout le monde au mois de décembre avec 7 victoires et un podium en 8 courses. Ce week-end ça se passe à Oberhof en Allemagne. Oberhof. Dis donc Tiffany, on est plus spécialiste que ça finalement. Voilà, évidemment de moyens. Donc vendredi ça a commencé avec le sprint et ça s'est mal passé pour lui au tir avec un 7 sur 10 seulement. Il n'a pris que la 8ème place, son pire résultat de la saison. Donc ça va, c'est pas si dégueulasse que ça. Hier lors de la poursuite il est donc parti avec 51 secondes de retard. Il a finalement gagné avec plus d'1 minute d'avance. Donc tactiquement et techniquement c'était vraiment la course parfaite. Il y a moins d'une heure maintenant il s'est classé 3ème de la Mastart, donc dernière épreuve du week-end pour son 100ème podium en carrière. Donc au classement général il prend encore un peu plus le large avec 231 points d'avance sur Chipoulin le russe qui est 2ème. Alors Martin Fourcade il est le plus rapide sur les skis, mais à votre avis les garçons, quel est son pourcentage de réussite au tir? Je rappelle avant de donner vos réponses que les cibles elles sont situées à 50 mètres. Ouais. Et qu'elle mesure 45 ou 110 mm selon si c'est un tir couché ou debout. D'accord. Allez-y. Donc son pourcentage de réussite au tir, c'est ça? Exactement. Ouais, je dirais. Je crois qu'il a tiré quelque chose comme 190 sur 190 cibles. D'accord. Ah ouais, d'accord. Tu parles de cette saison là? Oui, cette saison. Je dirais 85. Ouais. Je dirais 93. Il y a un moment où il a mal tiré, il s'est pris 2 tours de pénalité là. Non, il en a pris même 3, c'était 7 sur 10, c'était vendredi. Je dirais 80. Allez, bah du coup, donc fin décembre, donc là c'était 93, il est passé à 92% à cause de ce week-end. Oh, il a tellement tiré le gars que... Moi, je vais connaître la réponse. Ismaël, t'as pas regardé sur son ordinateur là? Mais non, je me suis planté, elle a dit 92. Ouais, j'ai mais dit 80. Genre, non, c'est Momo le plus près. J'ai dit 80. Ah oui, c'est Merci. Ah oui, c'est Momo qui a dit. Il a dit 93, c'était précis, tu vois, c'était vraiment précis. Je sais pas regarder l'ordinateur. Ah non, je ne vois pas l'ordinateur du Regarde où il est l'écran, regarde où il est. Je ne vois pas l'ordinateur du Tiffany là. Il a pas envie de se planter, il a pas envie. Tu vois, quand les autres ils réussissent, il est pas bien, tu vois. Non, parce qu'à l'Euro, on m'avait accusé de triche. On voyait à travers la feuille. Il y avait la feuille d'Ismaël qui était là, on voyait à travers. Je suis désolé, je relate les faits tout simplement. On voyait à travers. J'ai eu la fin de cette histoire et apparemment Nas a eu de la chance. C'est ce que je me dis honnêtement. Voilà, merci Ismaël. Non mais Voilà, Momo c'était il pour, a du mal encore à digérer le fait mais- que j'ai gagné le quiz. De toute façon, la CAN arrive très prochainement. On aura l'occasion de refaire des quiz et on verra bien à ce moment-là des pronostics. Y a pas de problème. Vas-y. On continue sur le ski parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, effectivement, pas beaucoup de temps. Donc du coup, donc c'était bien 90% de réussite. Alors c'est son pour le moment c'est le meilleur taux qu'il a depuis toutes ces saisons qu'il remporte. Il a jamais gagné au final un gros globe de cristal avec plus de 90% de réussite au tir. Donc il est sur une très bonne saison. Alors du coup passe aux filles. Donc avec Marie Dorin-Habert qui je rappelle était 2ème au classement général l'an dernier. Pour elle le mois de décembre c'était un peu catastrophique, très compliqué avec une seule victoire en individuel début décembre. Bon, elle était un peu malade et surtout en manque de confiance, mais 2017, bonne résolution oblige, c'est 2 podiums en 2 courses, une 2ème place vendredi en sprint et la gagne hier lors de la poursuite, sans oublier la 5ème place d'Anaïs Bescon et la 9ème place de l'autre Anaïs Chevalier. Au niveau du classement, elle reste 4ème mais elle n'est qu'à 26 points de la Tchèque Kukalova, tenante du gros globe de cristal. Je vous propose d'écouter d'ailleurs Marie Dorin, à l'issue de sa victoire hier au micro de nos confrères de l'équipe. J'aurais signé aujourd'hui pour faire une course comme ça. C'était bien inspiré par Martin qui fait une super belle course. Je me suis dit si je peux envoyer comme lui au niveau du tir, ce serait vraiment bien. Et puis voilà, je peux remercier ma carabine parce que elle avait bien envie aujourd'hui et non, c'était pas évident au niveau du tir. Je suis contente, je suis restée à l'attaque, j'ai fait des choses que ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Donc ma foi pourvu que ça dure et voilà, sinon le plaisir est revenu, tout va bien. Alors du coup, donc l'équipe de biathlon a triomphé ce week-end, on l'a dit, mais ce n'est pas la seule. En ski alpin aussi, ça a roulé.
D'abord, la mine plomb, pour Alexis Pinturo, donc c'était sa 19e victoire en Coupe du Monde lors du géant d'Adelboden en Suisse. Ça va, prononciation bien là, c'est Ah ouais, c'est ça. Et C'est correct. donc il a dominé la première manche puis a résisté à la pression mise par Marcel Hirscher, qui est juste l'un des meilleurs skieurs de tous les temps. Au classement de la spécialité, Pinturo il est deuxième, mais il n'est plus qu'à 44 points de l'incontournable Hirscher. Et puis Tessa Worley, pour terminer avec les femmes, elle confirme son super début de saison avec déjà 3 victoires. Elle a pris le dessus dans la deuxième manche du géant de Maribor en Slovénie. Super opération au classement pour la française qui conserve la tête, et surtout elle creuse l'écart avec sa dauphine Michaela Schifrin, l'américaine, avec 85 points d'avance. Donc c'est, je vous rappelle, le classement de la spécialité, donc pas classement général, classement de la spécialité donc pour le géant. Et donc grâce à leurs victoires respectives, quel même record ont battu Tessa Worley et Alexis Pinturo ce week-end? Oula. Un indice. Un même record. Et ben ils ont si je me trompe pas, donc 19 succès en Coupe du Monde pour Pinturo. Et pour Tessa Worley c'est 11, et donc ils ont battu le même record dans... Ah, ils ont battu, c'est eux qui ont le record du plus grand nombre de victoires en Coupe du Monde. Français et une française. Pinturo, lui, il a battu... Jean-Claude sur le ski. Non, Jean-Claude Killy, non. Il est là, hein. Non, ça, j'ai lu l'article concernant Jean-Claude Killy qui a été battu, donc qui a vu son record battu par Alexis Pinturo. Ça, je l'ai lu. Le meilleur skieur français, on va dire. Voilà, Pinturo l'a battu, donc avec son 19e succès, donc vraiment bien. Et puis Tessa Worley également, qui a battu avec... qui était Nas, il a entendu Jean-Claude Killy, il m'a regardé. C'était qui, avec Carole Montier ou Régine Cavano? On va y aller. J'ai pas noté le nom, mais je crois que c'était ça. Donc, la Coupe d'Afrique. Voilà, félicitations, on a une bonne génération en ski. Donc là, Sony, il va falloir se mettre. Oui, non, mais t'as raison, il faut que je m'y mette. Je suis pas sérieux là, je suis pas sérieux. Bon, c'est la fin de... Juste pour savoir, ils sont en train de skier quoi là, les nanas? Là, c'est la mass start. En fait, c'est les 40 meilleurs ski biathlètes au classement général qui s'affrontent. Parce que là, il y a une meuf qui s'appelle Chevalier, elle a mis une plombe à remplacer. Anaïs Oh là là. C'était long, il y a eu 3 nanas qui sont parties avant elle. Alors, il y a un fait de jeu qui s'est passé lors de cette rencontre entre Nice et Bastia. Pour rappel, un but partout, le match qui s'est joué vendredi soir. C'est l'affaire, on va dire, Balotelli, qui s'est plaint de cris de singe, et beIN Sport hier a confirmé les accusations de Balotelli en montrant des images donc de certains pseudo supporters de Bastia, donc qui ont vilipendé Mario Balotelli. Alors vous en pensez quoi de tout ça, de cette énième affaire? C'est complètement inadmissible. Encore une fois, on voit que là cette fois-ci c'est un joueur qui vient d'un championnat étranger, qui vient de la Serie A, qui est également un championnat qui a pour réputation d'avoir certains groupes de supporters racistes aussi. Et pourtant, on voit que Mario Balotelli a l'air d'une part étonné et a l'air très très déçu de la part de la réaction des supporters bastiais. Donc c'est vraiment dommage pour le football français, et faut plus que ça se reproduise, parce que il y a pas eu de réaction après ça, ni au niveau de la ligue, ni au niveau de la Fédé. Tout le monde trouve ça normal et ça va continuer comme ça parce qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de réaction. Alors la Ligue a quand même a décidé de faire une enquête après justement les images de beIN Sport. Mais bon, en tout cas, affaire à suivre. Baf, non, mais justement, moi j'ai l'impression que ça fait des années, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de changement. Ça fait des années que certains joueurs subissent justement des actes ou des propos racistes. Voilà, on voit que les dirigeants disent qu'ils vont faire quelque chose, mais pour l'instant, moi personnellement, je vois rien de concret, et ça fait c'est une mauvaise image qu'on donne au football. Là, je parle même pas du football français quoi. C'est vraiment l'image du football en lui-même qui est mauvaise, parce que il y a plein d'origines qui jouent au foot. On est tous rassemblés pour jouer au foot, et ça c'est vraiment une sale image, et vraiment, j'espère vraiment qu'ils vont retrouver justement les mecs. C'est surtout que ça n'a pas vraiment de sens, parce que on sait aussi qu'à Bastia, ou même dans les, parce que ça arrive souvent dans les mêmes clubs, on va pas se mentir, ça arrive souvent dans les mêmes stades, et dans ces stades-là, il y a aussi des joueurs dans leur équipe qui sont aussi de couleur, donc en fait, ça n'a pas de sens. Ça a pas de rapport. C'est vraiment pour attiser la haine, et c'est vraiment, ça n'a aucune, ça devrait être sanctionné, clairement, ça devrait être sanctionné. Mais j'espère en tout cas qu'ils vont agir concrètement, parce que ça fait des années, et il y a toujours pas de décision concrète, et c'est vraiment dommage. Momo sur cette affaire Balotelli. Moi, ce qui m'étonne un peu dans cette affaire, c'est qu'on ait attendu que Mario Balotelli se plaigne sur les réseaux sociaux
avant que l'affaire vraiment ne soit prise au sérieux, parce que si Mario Balotelli ne s'était pas manifesté, on n'en aurait pas entendu parler, ce serait passé comme une lettre à la poste. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que ça me dérange énormément, parce que peut-être que voilà, d'autres joueurs ont connu des abus de la sorte, et bon, vu que Mario Balotelli a une aura, c'est quand même un personnage dans le championnat de Ligue 1. Donc il est un peu plus écouté, et peut-être que ces abus, bon, je suis pas Furiani chaque semaine, match après match, mais peut-être que c'est des récidives, et c'est supporters, donc c'est pseudo supporters. Donc vraiment, il faut vraiment creuser là-dessus pour remédier à tout ça. De cette finale de l'Open d'Australie, un classique Nadal-Federer, victoire de Federer en 5-7. Alors autour de la table, que dire sur cette superbe finale, Tiffany? Franchement, c'était une finale vraiment incroyable. J'ai adoré ce match 5-7. Ça a fait un peu penser à la finale de Wimbledon qu'ils avaient eu il y a maintenant 2 minutes, donc ça fait 9 ans. Ouais. Donc ça date, mais ça fait du bien de voir ces deux joueurs. De toute façon, tout le monde était vraiment pressé de cette finale, et vraiment ils nous ont pas déçus. Avant ce match-là, Nadal menait 3-0 face à Federer à Melbourne. Il a inversé la tendance en finale, donc franchement un très très beau match. Mohamed, sur la victoire de Federer. Franchement, il y a rien de plus réjouissant que de voir Roger qui est passé par tant de galères durant ces 6 derniers mois, qui est revenu de blessure pendant 6 mois sans compétition. Et là, pour son tournoi de reprise, il s'impose à la surprise générale, j'ai envie de dire. Et avec un niveau de tennis vraiment flamboyant au cours de cette finale face à Nadal. Il a vraiment cassé la dynamique de Rafa, qui s'appuie sur son coup droit lifté, bombé sur le revers de Federer. Là, Roger, on a vraiment vu au cours de cette rencontre qu'il comptait pas se laisser faire. Et il a vraiment changé donc sa façon de jouer, vraiment prenant la balle très très tôt, en jouant le long de ligne constamment, en agressant Nadal en permanence. Et franchement, c'était, comme l'a dit Tiffany, c'était vraiment très très plaisant à voir. Et quoi de plus réjouissant que de voir, je me répète, quoi de plus réjouissant que de voir Federer l'emporter et décrocher son 18e sacre en Grand Chelem. Et ce qui est noté, c'est que Nadal, il a été vraiment très bon lors de cette finale quand même. C'est vraiment Federer qui a été survolté par moment. Il a eu des petits coups de physique, je pense, un peu moins bien par moment. D'où le score, surtout dans des moments où il perdait, il déjouait un petit peu. Mais vraiment, c'était incroyable, et Nadal n'est vraiment pas passé à côté de cette finale. Faut quand même le souligner, parce que Federer, il a eu un niveau de jeu incroyable. Nadal, il ramenait tout ce qu'il pouvait. Il faisait toujours jouer un coup de plus Federer, et Federer, il a fait tellement de points gagnants dans ce match. C'est vraiment génial, quoi. Vraiment, j'en parle encore avec émotion. C'est vrai qu'au niveau de l'intensité du match, c'était quand même exceptionnel. Donc, on a quand même l'habitude à Melbourne. Il n'y a pas eu de trou d'air dans ce match. Comme l'a dit Tiffany, Nadal, il a breaké Federer d'entrée dans la 5e manche, et à ce moment-là, franchement, je pensais que les carottes étaient cuites pour Roger. Je me suis dit, là, c'est vraiment mal barré. Nadal qui gagne la 4e manche, qui break d'entrée je pense pas que ça allait arriver un Federer-Nadal gagné par Federer en 5-7. Je suis même pas sûr que c'est... Faudrait que je regarde, mais... celui à Wimbledon, mais ça remonte à belle lurette. C'est sûrement quasiment le seul, parce que Nadal en 5-7, il est quasiment invincible. Il a un physique énorme par rapport à Federer. Il y a une différence notable, et pour le coup, Federer, il a vraiment joué le jeu, et il a trouvé enfin une technique. Dans le deuxième set, on l'a vu un peu trop dans ses travers, à laisser Nadal prendre le contrôle des points, faire des grands rallyes. Et c'est ça. Et donc ça me fait un petit peu peur. Je me suis dit, il retourne dans ses travers, et finalement, il a repris le sens de sa tactique de jeu, et ça a marché. C'était vraiment incroyable. Passer maintenant au handball avec toi, Tiffany. Finale, jour de gloire, comme on dirait, pour l'équipe de France qui jouera face à la Norvège pour essayer de glaner un nouveau titre mondial. Et Tiffany, tu nous as retracé un peu le parcours de l'équipe de France, et aussi les confrontations face à la Norvège. C'est surtout celle de la Norvège que j'ai refait. Et en fait, la Norvège, elle a quand même affronté des belles équipes. Elle a battu tout le monde sauf la France. Donc elle a gagné, donc la France qu'elle a affronté en phase de poule. Donc avec une victoire avec peu d'avance quand même de l'équipe de France, 31-28. Donc voilà, c'était assez serré, faut rester vigilant. Après elle a battu la Pologne, la Russie, le Brésil, le Japon après vraiment en dessous. Et puis donc elle a battu en demi-finale la Croatie. C'est vraiment le gros coup de cette Coupe du Monde. La Croatie qui finit d'ailleurs 4e, puisqu'elle a perdu son match pour la 3e place face à Slovénie hier.
Et puis donc la Croatie quand même, donc qui est quand même une grosse nation du hand avec 13 médailles en 20 ans, donc c'est quand même vraiment un gros pays. Et contrairement à la Norvège justement qui a jamais gagné une seule médaille, qui a fait ne serait-ce qu'une demi-finale à l'Euro l'an dernier. Donc c'est une petite nation mais qui commence à grandir. Et il faudra faire attention à deux joueurs, à Sagosen et à Björnsson, donc qui sont les deux meilleurs buteurs du pays. Et voilà, donc faut faire attention à eux. Ils ont des arguments. Faut pas prendre la grosse tête avant la finale, mais voilà, il y a quand même de la marge. On a vraiment l'expérience pour nous, je pense. Alors, ma première question, c'était est-ce que cette équipe de France arrive toujours à vous faire vibrer malgré toutes les finales qu'elle dispute maintenant depuis 10 ans, Momo? Oui, parce que là, d'autant plus que là, l'événement est organisé donc sur notre sol en France, donc ce qui rend cette compétition d'autant plus attrayante. Mais oui, au fil des années, au fur et à mesure des années, donc depuis presque 15 ans, les équipes de France, les experts, ils arrivent à nous faire vibrer sur chaque compétition. Chaque compétition, ils arrivent à aller au bout. Voilà, c'est toujours un éternel recommencement et c'est toujours la même passion qui anime les supporters de l'équipe de France. Parce que bon, c'est vrai que la génération, elle est en train de se renouveler. Là, on voit que Didier Dinard, qui était du temps des anciens, du temps des Barjots déjà, qui est maintenant sur le banc avec Guillaume Gilles. On voit qu'il y a une transmission là qui a été effectuée et au niveau avec la jeune génération, avec des Timothée Nguessan, Ludovic Fabregas notamment, qui s'intègrent très très bien dans ce moule équipe de France. Et c'est vraiment cette transmission de savoir qui fait que voilà, l'équipe de France reste toujours attrayante et qu'on les appelle toujours les experts. Donc j'espère qu'ils vont leur trouver un surnom après. Là, faut changer. C'est un peu démodé là. Parce que les experts, c'est vrai que bon. Depuis 2008, c'est vrai qu'il faut changer. Ça a fait son temps, mais ouais, j'ai toujours autant de plaisir à suivre cette équipe de France de handball. Paris Saint-Germain. Monaco. Ah, exactement. C'est notre prochain, thème de notre prochain débat et Bafodé il est content. Voilà, on va parler de son. Je vais enfin pouvoir m'exprimer. Voilà. C'est vrai qu'il est assez silencieux là depuis le début de l'émission. Paris Saint-Germain, Monaco. Est-ce que c'est le choc le plus excitant de ces dernières années en Ligue 1? Oui, je pense. Enfin, surtout de cette année passée, dernière année, mais parce qu'il y en avait quand même quelques-uns qui étaient pas mal. Mais c'est vrai que cette saison, il est vraiment important, surtout parce que Monaco, voilà, c'est vrai que cette dernière saison, c'était plutôt l'attaque du PSG contre la défense de Monaco. Cette année, c'est quand même vraiment la Monaco est vraiment une équipe complète avec une attaque de feu. C'est la meilleure attaque d'Europe. Donc voilà, c'est quelle équipe marquera le plus de buts. Peut-être c'est plus vu comme ça plutôt que laquelle va marquer en premier. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment deux équipes complètes. Faut voir parce que Verratti sera pas là pour le PSG, il est forfait. Ouais. Mais donc c'est un petit coup de jambe, mais c'est pas mal. Comme je pense l'affiche donne vraiment envie en tout cas. Mohamed. C'est vrai que c'est vraiment l'affiche la plus attrayante, celle qu'on attendait donc depuis maintenant la fin de première partie de saison. Dès lors qu'on a fait le compte au niveau des classements, on s'est dit que le PSG Monaco, il allait être pour moi, cette rencontre, elle sera pas décisive quant à l'obtention du titre en fin d'année. Mais toujours est-il que voilà, l'adversaire, l'équipe qui viendrait à s'imposer donc ce soir aurait un avantage psychologique par rapport à l'équipe vaincue, sûr et certain. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une affiche aussi attrayante, aussi alléchante entre deux équipes de vraiment top niveau international, européen. Et ouais, c'est vraiment ça. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte d'être à 21h ce soir pour assister, me languir de cette rencontre. Et surtout par rapport au classement, Monaco est devant, le PSG a l'occasion de se rapprocher, donc c'est vraiment important quand même pour eux. Puis ça, c'est un petit avantage psychologique, puisqu'en plus voilà, si le PSG l'emporte, il rattrape Monaco, ils seront de nouveau à égalité, ils seront co-leaders. Donc hormis si Nice gagne cet après-midi, mais voilà, donc c'est vraiment important quand même au classement, parce que c'est vrai que si Monaco gagne, ça fait quand même 6 points d'écart. Bon, mais c'est rattrapable avec pour le PSG. Limite 7 avec le différentiel là entre Monaco et Paris. Parce que... C'est vrai que plus 43 pour Monaco, plus 26 pour le PSG. On voit quand même que Monaco survole la Ligue 1. Mais oui, moi je pense qu'il est quand même important, mais pas décisif comme tu l'as dit, parce que quand même si tu gagnes ce match-là, mais que tu en perds 4 derrière, donc c'est le Monaco ne perdra pas 4 matchs, même s'il venait à perdre ce soir. J'exagère. C'est une image. Mais voilà, c'est le chemin est encore long vers le titre, donc faudra voir, mais clairement oui, ce match est quand même important, puis pour l'image un peu de la Ligue 1, on s'attend à avoir du grand spectacle. Ouais, c'est vrai que PSG Monaco, c'est quand même un match qui a
généralement, il y a eu quand même de bonnes copies ces dernières années dans ces confrontations-là. Bafodé. C'est vrai que ce match-là, il est quand même super important, mais voilà, au niveau du titre, voilà, vous l'avez dit, il est pas encore décisif. Peut-être s'il aurait été programmé plus tard dans la saison, peut-être il aurait été plus décisif que ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il est super important. Et Tiffany l'a dit, voilà, l'image de la Ligue 1, c'est quand même très important. On a besoin quand même que des équipes représentent bien la Ligue 1, voilà, pour que ce match soit regardé un peu partout dans le monde. Et voilà, ce soir c'est l'occasion et j'espère qu'on va avoir du beau spectacle et du but et surtout une victoire de Paris à la fin. Ah ouais, le supporter parisien toujours. Il y a Ronaldinho qui va donner d'ailleurs le coup d'envoi de cette rencontre. Ronaldinho. Ah là. Meilleur joueur de tous les temps. Voilà. Très grand joueur Ronaldinho. Ouais. Non mais bon. Non mais moi je vais juste te dire. Non, moi... Ah ouais, voilà ce que j'allais dire. De quoi on parle là. Non, mais c'est vrai sinon je fais comme Mohamed, je pars. Hein. Comme lui, je quitte le plateau. Mais c'est vrai que Ronaldinho a été un super joueur au PSG. C'est vrai que s'il avait passé un peu moins de temps dans les boîtes de nuit parisiennes, plus aux entraînements... il est comme ça. Ouais, on va dire que peut-être que c'était sa manière aussi à lui d'être bien sur le terrain, voilà, de se lâcher un petit peu en dehors, et puis ça l'a pas empêché d'avoir un ballon d'or avec le Barça et de gagner la Ligue des Champions. Mais je pense que peut-être il aurait été peut-être encore plus fort s'il passait un peu moins de temps en boîte. Mais bon, après ça, je suis pas sûr. C'est l'histoire. Je suis pas sûr moi. On va réussir à se lever le Vélodrome et l'applaudir. Donc rien que pour ça, applaudissements. C'est vrai. Rapidement, pronostic PSG Monaco. Moi je dirais Monaco. Je dirais 3. Hein. 3 pour Monaco. Allez. Ouais, non, mais voilà. Momo, là, il y a rien en jeu, donc, tranquille. Je vais raisonner de manière assez objective. Bon, je vais laisser le cœur de côté. Donc, là, c'est vrai que depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain commence à monter en pression, monter en régime, clairement au cours depuis le début de saison. Et en face, il y a Monaco qui carbure toujours autant, qui plante énormément de buts à l'extérieur. Mais la petite blessure de Verratti au mollet qui me laisse un peu sceptique, et moi je verrais plutôt un match nul de partout. Donc mardi, le Bayern c'est littéralement amusé donc sur la pelouse d'Arsenal. Bon, après, peut-être en cause l'arbitrage, mais bon, toujours est-il que le Bayern a cartonné Arsenal, donc 5-1 à l'Emirates. Et dans l'autre rencontre de la soirée, c'est le Real Madrid qui a réalisé une belle perf en s'imposant du côté du San Paolo. Napoli, donc sur le score de 3-1. Dans les deux rencontres, les mêmes scores qu'au match aller. Ouais, effectivement. Et sinon, mercredi, Dortmund s'est imposé, donc, aisément face à Benfica, sur le score de 4-0. Voilà. Sans oublier la défaite du Paris Saint-Germain 6-1 face au FC Barcelone. Ah, c'est un supporter de Paris qui le dit, ça fait du bien. Non, mais je suis neutre, moi. Je sais pas ce que tu racontes. Alors bon, on va bien sûr s'attarder sur le Barça PSG. Déjà, avant d'analyser le match, en profondeur, est-ce que c'est pas le match le plus fou de ces dernières années en compétition européenne, Ismaël? Le plus fou? Ouais. Le plus fou, il faudrait que l'autre équipe marque aussi des buts, quoi, j'ai envie de dire, c'est ça. Le plus fou, c'est quand tu as beaucoup de buts des deux parties du terrain, je pense. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Sophia, t'en penses quoi? C'est quand c'est pas jusqu'à la dernière seconde, tu vois, quand c'est... Alors, moi je suis d'accord avec Ismaël, mais je pense aussi que c'est une déroute qui a bien dû faire marrer les supporters marseillais. Et je pense aussi que, il y en a beaucoup qui ont mis en cause l'arbitrage durant le match. Et d'ailleurs, il y a eu une pétition qui a été lancée à ce propos pour rejouer le match. Mais d'ailleurs, c'est pas des supporters parisiens qui ont fait ça, c'est des supporters du Real. Hein. Ouais. Voilà. Donc, mais après, on connaît l'animosité entre ces deux clubs. Moi, je pense aussi que c'est parce que, on a une équipe de Paris qui est partie bien confiante après le premier match et qui s'est reposée un petit peu, qui a vraiment cru que c'était possible d'être aussi space. Toi, tu penses qu'il y a de la décompression? Ouais, un peu trop, oui. Ça s'est vu. Il y a eu un but de Cavani pour un petit peu sauver l'honneur, mais bon. Comme l'a dit Ismaël, ça aurait été plus fun s'il y aurait eu plus d'échanges, mais bon là, c'est juste une défaite amère. Mohamed,
Allez, vas-y. Moi, dans le football, donc pour répondre à ta question, Ouais. il y a certains matchs qui resteront gravés à vie dans ma mémoire. Il y a des matchs qui m'ont choqué, ni plus ni moins. Il y a la remontée de Liverpool, donc en 2005 face au Milan AC. T'es mené 3-0, ils reviennent et ils s'imposent en Ligue des Champions. T'as le 7-1 il y a 3 ans en Coupe du Monde de l'Allemagne face au Brésil. Celui-là, je l'attends pas, je m'y attends pas, je le vois pas Moi, venir. j'étais pas prête non plus pour ça. Et ça, ce 6-1, franchement, ça fait partie des matchs qui m'ont choqué. C'est vrai. Il y avait France-Bulgarie aussi dans les années 90. Ouais, mais ça, j'étais pas né. Enfin, si, j'étais ouais. avec un an, donc j'ai pas de souvenirs, voilà, j'en ai pas. Ah, mais on en reparle beaucoup, c'est pour ça. Mais de mon vécu personnel propre à moi-même, ce match-là fait partie des rencontres qui m'ont choqué. Parce que c'est vrai. cette remontada, les médias avaient beau en parler, mais franchement, j'y croyais, mais absolument pas. Pour moi, c'était inconcevable que Paris puisse se faire éliminer au retour par le Barça. Après la prestation qui nous avait sorti au cours de ce premier match aller. Et là, voir ce que j'ai vu en direct, franchement, même jusqu'à présent, j'y crois pas moi-même. De dire que Barça est qualifié aujourd'hui en quart de finale de Ligue des Champions, moi-même, j'arrive pas à y croire. Bah, ils ont pris la confiance, c'est tout. Alors, Sophia évoque la confiance. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de peur et d'appréhension aussi, surtout quand on a vu comment ils ont démarré la rencontre, regroupés derrière, et on sait que contre le Barça, c'est se donner le bâton pour se faire battre quand on joue comme ça. Hein. Franchement, c'est incompréhensible. La première mi-temps parisienne, j'ai même pas les mots pour expliquer la première mi-temps. Il y avait aucune agressivité, rien du tout. Ils ont regardé le jeu, quoi. Ils ont regardé les Barcelonais. 3-4 passes d'affilée. Et j'ai appris. Pas de pressing ou peu. On faisait que défendre. On s'est cantonné à défendre en première mi-temps. Voilà. Et en même temps, on prend des buts casquettes, des buts cons. Donc, avec ça, ce cocktail-là, 2-0, bon. Tu dis que en deuxième mi-temps, on espère qu'ils vont se retrousser les manches un petit peu, qu'ils vont mettre le bloc de chauffe et qu'ils vont partir, nous reproduire un petit peu ce qu'ils avaient fait lors du match aller. Donc ils ont essayé un petit peu en deuxième mi-temps, donc ils ont pris tout de suite le troisième au retour de la seconde mi-temps. Donc là on s'est dit que Paris commence à avoir chaud aux fesses. Moi, je pense que ce qu'ils se sont dit, justement, pour aller dans votre sens, c'est que on va commencer le match tranquille, les gars, on va y aller tranquillement, on va juste marquer un but, puisque le but à l'extérieur, ça compte double. Et puis voilà, ça va un peu les remettre en question, et puis après, on va pouvoir faire notre match et finir tranquillement. Sauf qu'ils ont pris le match du mauvais bout, en fait. Dès le début, but à la 3e minute de Suarez, c'est bon, hop, c'était fini. Et le Barça, il y avait même un joueur du Barça qui disait dans l'oreille de Verratti à 3-1. Donc c'est-à-dire que le Barça devait encore mettre 3 buts pour se qualifier. Et il disait dans l'oreille de Verratti, de toute façon, c'est bon, on est qualifié, gros. pas besoin de jouer plus, quoi. Et c'est vrai que les joueurs, ils étaient sous le choc. Parce que les 10 dernières minutes, en fait, le Barça s'est qualifié dans les 10 dernières minutes. Hein. Les 7 dernières minutes. Ouais, les 7 dernières minutes pour être exact. Et dans les 7 dernières minutes, le PSG a fait qu'une seule passe. C'était pendant l'engagement. Moi je trouve ça je trouve que c'est mais c'est vrai mais c'est un accident professionnel, voilà, justement, j'allais en parler. C'est une erreur monumentale, quoi. Enfin, quand tu joues un match de foot, tu joues jusqu'au bout, parce que même à la fin, si t'es mené 4-1, 5-1, OK, faut quand même jouer jusqu'au bout, c'est ça le football, c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est décourageant, mais c'est des professionnels, les mecs. T'es encore qualifié. Et en plus, c'est des 5-1. professionnels, les mecs, qui sont là pour jouer au foot, c'est pas, OK, c'est un spectacle pour nous, mais pour eux, c'est leur taf, quoi. Donc, ouais, mais voilà, quoi. Et à la fin, le dernier but, dans le temps Sergi Roberto, ouais. Juste avant de passer à l'équipe de France, j'aimerais qu'on écoute le président de l'AS Monaco, Vadim Vassiliev, qui réagit par rapport justement à ce tirage. Je vous rappelle, Monaco qui affrontera le Borussia Dortmund. Donc, premièrement, je suis fier d'être à ce stade de compétition. Bon, c'est une belle affiche parce que Dortmund, c'est aussi une équipe qui joue en football séduisant, attaquant. C'est la première fois que nous allons les affronter. Bien évidemment, il y a Aubameyang qui a joué pour Monaco. Donc, j'ai entendu beaucoup parler de leur stade qui, avec les fans très passionnés. Donc, je pense que c'est une belle affiche. Alors, rapidement réagir aux propos du président monégasque, du vice-président monégasque. Ouais, c'est vrai que ce sera une rencontre qui sera fort intéressante donc pour les monégasques. Même si pour moi, les monégasques partaient avec une légère étiquette de favori avant cette rencontre, contrairement à ce qu'ils veulent bien nous laisser croire et penser. Tu penses que Monaco est légèrement favori ? Pour moi, Monaco est légèrement favori à l'entame de cette double confrontation, parce que pour moi, Dortmund,
c'est un petit peu comme Monaco, c'est une équipe de Monaco mais en moins forte, qui s'appuie énormément sur une politique axée sur les jeunes avec des Dembélé, Pulisic, Weigl, mais moins fort que Monaco. Collectivement, c'est moins solide que Monaco. C'est ça. Ils sont un peu plus dépendants de leur individualité, hein. Surtout Aussi. par rapport à Aubameyang. La C3 et Lyon qui jouera face au Beşiktaş. Votre sentiment sur cette confrontation? On a du mal à voir si Lyon est vraiment favori, sachant quand même que le Beşiktaş, comme Lyon, était reversé de la Ligue des Champions. Beşiktaş, c'est la deuxième meilleure attaque derrière Lyon en phase à élimination directe. Mais il y a un point important, c'est que Vincent Aboubakar, qui est l'attaquant star, ne sera suspendu certainement les 2 matchs, vu qu'il a pris un rouge. Ouais, il sera là au retour, j'ai entendu. En tout cas, la commission. En tout cas, le match aller, il sera vraiment pas là. Le match aller, il est pas là. C'est important parce que le retour, il joue là-bas. Ouais. À la Vodafone Arena. C'est un stade de feu. Justement, à Lyon d'essayer de faire un très bon résultat au match aller, parce que c'est vrai que voilà, Vincent Aboubakar, c'est un super attaquant, donc ça pourrait être un très gros danger pour les Lyonnais, donc essayer de faire le taf, dès le match aller. Un petit peu comme ils ont fait face à la Roma. On va maintenant passer au rugby rapidement, messieurs, et tout d'abord le tournoi des destinations avec la belle victoire au bout du suspense à la 100e minute de l'équipe de France. Victoire. On parle bien d'un match de rugby. Hein. Ouais, bien d'un match de rugby. Mais je crois que c'est le match de rugby le plus long qui existait au niveau international. Ouais, enfin, il faudrait revoir les. Il n'y a pas de temps additionnel au rugby, donc. Ouais, c'est l'arbitre là, il s'est fait plaisir. Victoire 20-18 donc face au Pays de Galles. On va écouter Guy Noves qui évoque cette rencontre. Il est particulièrement satisfait, on le comprend. Là, c'est pas le projet de jeu qui a gagné, c'est surtout le caractère et leur volonté. Donc, notre sport distribue des valeurs, il paraît très importantes, et je crois que ces valeurs-là, le peuple français peut être fier de son équipe de France aujourd'hui. On peut pas dire que l'équipe de France a voulu ce match, elle a gagné en dominant outrageusement cette équipe à la fin, notamment en mêlée. On s'est accroché bec et ongle. Je crois qu'on n'a pas pris d'essai, il me semble. Donc, vous voyez, on en a marqué un. Voilà, donc il faudra encore compter sur nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos du sélectionneur français qui a dit qu'en gros l'équipe de France n'a pas volé sa victoire face au Pays de Galles? Ouais, il avoue aussi que c'est pas par rapport au projet de jeu, c'est juste par rapport, c'est par rapport au caractère et par rapport à la volonté des joueurs. Et ça, on peut pas lui retirer, ça c'est vrai. Après, on peut reparler de la fin de match, on peut faire une émission sur la fin de match. Hein, mais c'est vrai qu'en mêlée, on n'a rien lâché. De toute façon, pour expliquer un peu, parce que c'est vrai que t'as le choix entre la pénale-touche, la pénalité et la mêlée. Et à chaque fois, les Français choisissaient la mêlée. Et puis enfin, là, si tu tapais à ce moment-là après les arrêts de jeu, la pénale-touche, tu le gagnes pas le match. C'était impossible de la jouer. C'est par rapport aux Gallois, c'est clairement de l'anti-jeu ce qu'ils ont fait hier. Il a joué pas à la mêlée, il l'écrasait à chaque fois. Donc, je pense que l'arbitre aurait pu les sanctionner lourdement. Il met un carton jaune. Justement, il met un carton jaune. Et le gars revient. Ouais, il revient. Ça dure tellement longtemps que le gars il revient après. Après, on essaye d'écarter le jeu. Donc, il y a, franchement, dans les intentions, dans la volonté, les joueurs, ils étaient là. On peut pas leur nier. Et puis, on sauve la peau un petit peu. On reste dans le top 8 mondial. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France aussi. Et l'équipe de France qui affiche 3 victoires. Je pense que c'est une victoire qui va vraiment faire du bien pour les prochains matchs de l'équipe de France. Ouais. Pareil, Momo, c'est une victoire salvatrice pour la suite de l'équipe de France. Salvatrice, parce que depuis le début de la compétition et depuis le début des rencontres de l'équipe de France sous l'ère Noves, l'équipe de France avait besoin d'une victoire référence. Cette victoire hier face au Pays de Galles, au bout du bout, elle valide quelque peu le projet de jeu et les intentions mises en place par Guy Noves. Que jusqu'à présent, c'était bien beau ce qu'il nous proposait, c'était attrayant du jeu vers l'avant, mais il y avait jamais le résultat au bout. Certes de peu à chaque fois, mais surtout contre l'Angleterre, putain, ça contre l'Angleterre, chaque fois il y avait une défaite au bout. Donc là, enfin une victoire face à une nation majeure du rugby mondial, et j'espère en tout cas que ça va en appeler d'autres et qui vont poursuivre sur ce même credo. Il y aura la tournée d'été, pour voir où on est l'équipe de France, mais c'est vrai que quand on regarde les résultats, mis à part contre l'Italie où il y a une large victoire, ça s'est joué 1-1, que ce soit pour la victoire et pour la défaite. On va maintenant passer à la fusion Racing Stade Français rapidement. On vient d'apprendre via un communiqué du Racing 92 que le président Jackie Lorenzetti renonçait à cette fusion.
fusion 7 jours après l'avoir annoncé un peu à la surprise. C'est le président du Racing qui refuse la fusion. Il a abandonné en fait. Il a abandonné suite aux pressions qu'il a subies au sein de son propre club. Parce qu'il y avait aussi de la pression du côté du Stade Français. Ouais. Là, il a évoqué la pression au sein de son propre club. Donc, est-ce que vous êtes surpris par le rétropédalage rapide? On pensait quand même qu'il allait, peut-être résister un peu plus. Franchement, c'est une excellente nouvelle que cet abandon de fusion, puisque la semaine dernière, lundi dernier, en tout cas, ils nous ont pris vraiment de court en nous annonçant, donc à la surprise générale, une fusion entre le Racing et le Stade Français. Donc implicitement, cette fusion signifiait en quelque sorte la mort du Stade Français, puisque c'est clairement le Racing qui allait prendre le dessus. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour le rugby français que cette fusion tombe à l'eau, parce que les mecs Lorenzetti et Thomas Savard, ils ont quand même ça fait des mois qu'ils sont en train d'effectuer des tractations en coulisses sans avoir mis personne dans la confidence. Et du jour au lendemain, ils arrivent, ils se pointent comme un bon lundi, allez hop, le Stade Français et le Racing vont fusionner pour ne faire plus qu'un. Franchement, après avoir vu cette nouvelle, j'y croyais pas au début. J'ai cru que c'était un gag. Je me suis dit non, c'est pas possible. Pas le Stade Français et le Racing. Deux clubs, antagonistes, deux clubs rivaux. Les deux derniers champions de France. Deux derniers champions de France qui plus est, qui vont ça. En soi, l'idée, elle est pas folle. Deux puissances qui veulent fusionner et ne faire qu'un. Mais c'est pas au président des deux clubs de choisir du destin de vie ou de mort d'un club. C'est pas eux. C'est aux supporters, de faire entendre leur voix. Et là-dessus, les supporters, ils ont pas été consultés. Donc c'était vraiment ce qui était aberrant dans cette décision. C'est surtout les joueurs aussi. Les joueurs, ils ont pas été mis au courant, les salariés du club. Donc ça fait vraiment dictateur, je trouve, de faire une fusion comme ça entre deux personnes. Et on va tout de suite, messieurs, débriefer cette fameuse finale de Coupe de la Ligue. Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco. Alors, tout d'abord, est-ce que cette finale, elle a tenu toutes ses promesses sur le terrain, Ismaël? Franchement, c'était une finale assez réussie. C'était un très beau match de foot. On a vu une très belle équipe du PSG sur le terrain. On a un peu moins vu Monaco, malheureusement. J'aurais aimé avoir une meilleure confrontation que ça. Mais le PSG nous en fait plaisir. Draxler notamment, avec sa fameuse passe décisive avec contrôle poitrine et tout, alors qu'il est en difficulté. Le Cavani, la reprise de volée de Cavani, magnifique. Et il y avait beaucoup d'absents à Monaco aussi, c'est un peu dommage, mais félicitations au PSG et ils ont mérité cette victoire et ce titre. Bafodé sur ce PSG Monaco, est-ce que ça a tenu toutes ses promesses sur le terrain? Franchement, c'était un match assez plaisant à voir, assez cool. Donc c'est vrai que avec l'enjeu et puis vu ce qui s'est passé ces derniers temps, surtout au Paris Saint-Germain, on aurait pu assister à une finale un peu étriquée, mais non, franchement, c'était ouvert. Les deux équipes avaient leur temps de jeu. Le Paris Saint-Germain a été beaucoup plus efficace, tant mieux, et ça sauve un peu la saison du Paris Saint-Germain qui est un peu entachée de ce que vous savez. Effectivement. Alors, on va passer au tennis. Je me tourne vers toi, Ismaël. Coupe Davis et l'équipe de France donc qui est qualifiée pour les demi-finales. 3-0 après le double de Mahut et Herbert sur le match sur le troisième match. Franchement, c'était une très belle performance de la part de l'équipe de France Coupe Davis, surtout pour la confiance, puisque on sait très bien que les joueurs de l'équipe de France étaient supérieurs, on va dire au niveau techniquement que les Anglais, puisqu'il y avait l'absence de Andy Murray qui était à signaler. Donc c'était une très belle performance de l'équipe de France de Coupe Davis. Je pense que ça va redonner une dynamique au groupe, une cohésion au groupe. Et c'est très important pour la suite de la compétition, en sachant que le prochain adversaire qu'on va affronter, c'est la Serbie. La fameuse Serbie. Et je pense que là, pour le coup, Novak sera présent. Alors, concernant donc cette qualification de l'équipe de France, c'est juste après l'US Open. C'est après l'US Open. C'est en septembre. Alors, concernant cette qualification de l'équipe de France pour les demi-finales, déjà un mot sur le double qu'a effectué l'équipe de France. C'était pas gagné d'avance quand même avec le double Mahut-Beneteau. Comment vous les avez trouvés? Mahut-Herbert. Beneteau. Bon, malgré le fait qu'ils n'aient pas joué ensemble depuis très très longtemps, ils n'ont pas été associés depuis très très longtemps en double, c'est quand même une paire expérimentée.
avec une paire Beneteau qui a gagné donc Roland Garros avec Édouard Roger Vasselin il y a 2-3 ans, Mahut qui a enchaîné les performances en Grand Chelem avec Pierre-Hugues Herbert. Donc c'était quand même deux types en double qui étaient expérimentés. Alors, en phase 2, ils avaient Jamie Murray, le frère de Andy, numéro 2 mondial en double si je ne m'abuse, ou numéro 1, je sais plus. Ils avaient quand même fort à faire et ils ont réussi à gérer la pression qui était palpable, notamment dans la première manche où ils ont clairement remporté la première manche. Pour moi, c'était un hold-up, cette première manche remportée. Mais ils ont fait le boulot, c'est vraiment ce qu'on leur demandait. Le troisième point en Coupe Davis, on sait qu'il est crucial, le point du double. Et ils ont vraiment réussi à surmonter leur pression, leur stress pour apporter ce point décisif et soulager toute une nation. Donc franchement à ce niveau-là, je retire mon coup de chapeau malgré tout. Et surtout la bonne nouvelle aussi qu'il faut signaler, c'est la performance de Lucas Pouille. Franchement, Lucas Pouille sur le match contre Kyle Edmund, dès le premier match, en 3-7, c'était très efficace, très rapide. Il a étouffé directement. Il a failli revenir au début en la première balle de break du troisième set, je crois, ou la fin du deuxième. À la fin du deuxième set, il était mené 5-2 dans le tie-break avant de revenir. Ouais. Mais Lucas Pouille, patron quoi. Lucas Pouille en taille patron, numéro 1 de l'équipe de l'équipe de France. Il a réussi à assumer ses responsabilités et à gagner contre l'anglais quoi. Donc franchement, c'est de bon augure pour la suite. Et on s'attend à ce que l'équipe de France ait une vraie confrontation cette fois-ci contre la Serbie parce que ça nous fait rappeler de mauvais souvenirs. Est-ce qu'avec ce succès, les absents ont tort? Bon, je pense à mon fils, je pense à Tsonga. Ouais, tant que l'équipe de France passe, les absents auront tort. Ouais. Mais bon, fais la même composition au mois de septembre face à la Serbie. Et tu verras que ce sera une autre paire de manches que face à la Grande-Bretagne qui, pour rappel, était amputée de leur numéro 1 mondial, tout simplement Andy Murray qui avait décidé de faire l'impasse sur ce tour-là. Donc ce sera une autre adversité et qui plus est si décide de participer, tout dépend de la suite de sa saison. Mais il y a fort à parier qu'il sera présent pour cette demi-finale. Donc, parce que la Serbie, même sans Djokovic, c'est un cran au-dessus quand même. Tipsarevic. Tipsarevic qui a un peu disparu quand même. Oui, il commence à avoir de l'âge aussi. Dis donc, Ghislain, c'est à cette heure-ci que tu te réveilles, 14h45. on va dire que l'équipe de Serbie, c'est quand même un cran au-dessus en termes de niveau général que l'équipe de Grande-Bretagne qui compte énormément sur Andy Murray. Donc, il va falloir que, pour répondre à ta question, que soit Gaël Monfils soit là, ou soit Tsonga soit là. On va parler de Maria Sharapova qui a effectué son retour cette semaine du côté de Stuttgart. Et ma première question, c'était est-ce que déjà la Russe a manqué au circuit WTA? Est-ce que vous avez senti son absence durant cette année et demie de suspension? La lourdeur d'Ismaël. En plus, il nous regarde. Il nous regarde. Voilà, Ismaël, fallait venir. Non, mais d'habitude, lourdeur égale Ismaël. Donc, du coup, c'est sorti tout seul. Momo, vas-y, réponds à ma question. Ouais, bien sûr que Sharapova, elle a manqué au circuit, bien évidemment. Quand on voit les atermoiements qui règnent actuellement sur le circuit féminin avec aucune leader charismatique qui arrive à se dégager, bien sûr qu'une personnalité forte comme Maria Sharapova manque. Maintenant qu'on voit que Serena Williams a d'autres occupations maintenant que le tennis, donc elle va bientôt devenir maman. Donc il faut une tête de gondole, une figure de gondole au tennis féminin que représente parfaitement Maria Sharapova. Donc son retour à la compétition, c'est vraiment une super nouvelle. J'espère, j'ai une annonce à faire, j'espère que les organisateurs de Roland Garros vont lui attribuer une wildcard de sorte à ce qu'elle puisse entrer directement dans le tournoi final. Parce que un Roland Garros sans Maria Sharapova, ça serait moyen pour toi. Ça ferait très bof. Le regret, c'est peut-être avoir eu une dernière confrontation Sharapova-Williams, ça aurait été sympa. Mais... Bon, on sait que Serena Williams, c'est vraiment la bête noire de Maria Sharapova. Elle gagnera pas. Fodé, on en a un peu parlé dans la chronique sport cette semaine. C'est vrai qu'on avait parlé. Moi, je pense que c'est un très bon retour. Après, les gens, j'espère qu'ils vont pas oublier que, vu que le fait qu'elle a été pris pour dopage, faut quand même je pense que ça reste quand même un exemple. Faut pas,
qui a perdu l'exemple des jeunes. C'était quand même un exemple, hein, Maria Sharapova, pour toute personne qui aime le tennis. Et j'espère que cette histoire n'a pas fait vraiment tâche dans la tête de certains. Après, au niveau du jeu, bien sûr qu'elle manque, parce que voilà, Momo il l'a dit, il manque une forte femme qui domine le tennis. Après, il faut voir si elle a perdu son niveau. C'est juste ça. Ouais. Non, pour un retour à la compétition, une demi-finale à Stuttgart, franchement, c'est plus qu'honnête. En fait, elle a perdu face à une adversaire qui est en ce moment très très en forme. NBA à présent pour conclure ce Bisport, semaine très très chargée en termes de matchs et de rencontres. Ghislain, Momo qui veut commencer. Comme Momo, vous voulez. Bah déjà on peut parler un petit point sur déjà les résultats. Les résultats de la semaine. Je sais pas si... Ouais bon allez j'y vais. Le dernier résultat, il n'y a pas eu de match cette nuit. Le dernier match donc qui a eu lieu, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Avec la victoire des Wizards sur le fil. On te sent content. Face aux Celtics. Quand Oui, tu dis, oui, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour cette équipe des Wizards. Ouais. Non, il n'y a pas eu de match cette nuit. Bonne nuit, Ismaël, bonne nuit. Non, mais je comprends. Donc oui, c'était un très beau match, très serré moi les Celtics, je pensais qu'ils allaient passer personnellement parce que voilà, ils étaient bien, c'est sur une bonne dynamique et voilà, il y a l'exploit individuel qui fait la différence sur le collectif. John Wall, ça aurait pu être Bradley Beal aussi sur un 3 points. Voilà, bravo à cette équipe des Wizards. On verra, je pense qu'on va avoir un très très beau match 7 qui se jouera à Boston. Qui se jouera à Boston à 2h du matin, donc dans la nuit de lundi à mardi. Voilà, c'est exactement ça. Si on regarde donc les autres équipes, donc Golden State et Cleveland sont largement qualifiés depuis une semaine voire plus. Ils ont perdu encore aucun match en play-off. Voilà, 4-0, donc ce sont une série de 8-0, ils sont assez tranquilles, ils sont en vacances, même LeBron James était en France il y a pas longtemps là, il était du côté de Cannes, tranquille, le gars il se la coule douce. Mais bon, il faut quand même parler aussi donc des confrontations, donc ça veut dire que là il risque d'y avoir Cleveland, soit Washington et Boston. Donc moi je pense que pour Cleveland, il vaut mieux qu'il tombe contre Washington que Boston, un collectif soudé contre des individualité. Je pense qu'il n'y a pas photo. Franchement, les matchs cette saison entre Cavs et les Wiz, c'était quelque chose. Ouais. C'était quelque chose. 2 fois ils sont allés en prolongation, c'est vraiment quelque chose. C'est des matchs à part entière. Donc moi je serais les Cavs, je souhaiterais plutôt prendre les Celtics. Mais après c'est mon avis personnel. On pourra pas vérifier après en faisant soit l'un soit l'autre, on pourra pas vérifier. On pourra pas vérifier malheureusement, ça. C'est sûr. Et après donc l'équipe là que Golden State va recevoir, donc c'est les Spurs qui ont écrasé cette équipe des Houston Rockets. C'était impressionnant, 114-75 à Houston. Et là on a pu voir encore une fois, je pensais sincèrement que Houston c'était une équipe qui était un peu comme Golden State, mais qui manquait encore un petit peu de rigueur défensive. Là, on a pu le voir très clairement que c'était une équipe qui avait pas le niveau, et je pense que heureusement qu'ils n'affrontent pas les Warriors, parce que vu le jeu qu'ils ont produit à jouer trop sur James Harden, et encore une fois, ce que je veux annoncer, je l'avais dit, James Harden n'est pas un grand joueur dans les fins de match en play-off. Ce n'est pas pareil en saison régulière, je suis d'accord. Tu peux être clutch en saison régulière, il n'y a pas la même pression, les gars ils défendent un peu, ils te regardent si tu shootes t'as marqué, tant mieux. En NBA, ils te laissent pas shooter, on a pu le voir Ginobili qui fait un magnifique contre par derrière, en mode chacal, le petit renard rusé quoi. Il faut quand même admettre que la défense des Spurs sur le coup a été très bonne, parce qu'ils l'ont isolé. Mais il y a un collectif, il n'y avait pas que Kawhi Leonard, il t'avait pas Tony Parker, tous les deux blessés, ils arrivent à taper 114-75 les Houston Rockets quand même. Houston Rockets qui était quasiment au complet, mis à part Néné qui était pas là. Mais je suis désolé, les Houston Rockets ne reposent pas que sur Néné. Et quand t'as Clint Capella, il fait très bien le job. Ryan Anderson à 3 points, t'as Lou Williams, t'as Eric Gordon. C'est vraiment une équipe. Moi, sur le papier, c'est une équipe, si tu regardes, ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo, c'est une équipe qui a plus 10 par rapport aux Spurs, là, enfin, sur ce dernier match, en tout cas, avec les absences. Donc, franchement, les Spurs, bravo à eux. J'espère que Kawhi Leonard va bien revenir de sa petite blessure à la cheville, parce qu'ils en auront besoin malgré tout face aux Warriors, car c'est un peu le même style de jeu. Il y a un collectif avec une individualité, mais il y a une classe d'écart quand même, avec Kevin Durant chez les Warriors, et puis chez les Spurs, il y a Kawhi Leonard. Et ça se jouera, je pense, sur ces deux individualités, lors de cette série. De la Ligue des Champions, notre auditeur il est en ligne ou pas encore? Je vais te dire ça tout de suite, je vais commencer à l'appeler, donc continue. Avant d'accueillir notre auditeur, on va parler donc de cette fameuse finale de Ligue des Champions. Victoire du Real Madrid, 4 buts à 1, doublé de Ronaldo, but d'Asensio, but de Casemiro contre un but de Mandzukic pour les Turinois. Est-ce que déjà, messieurs, on a assisté à l'une des plus belles finales de ces dernières années? Sur la première mi-temps, ouais.
Parce que sur la deuxième mi-temps, ça a été un cavalier seul, mais sur la première mi-temps à laquelle on a assisté hier, franchement, sur les 10 dernières années, depuis le Milan-Liverpool, j'ai pas retrouvé un match du même acabit avec une intensité telle, une dramaturgie telle que l'on a vécu hier soir. Cette première mi-temps entre la Juventus et le Real était tout simplement folle. La Juventus qui fidèle à elle-même, qui contrairement à ce qu'on attendait, parce qu'on pensait que les Turinois allaient détonner, ça a été tout le contraire. Ils ont pressé le Real d'une manière assez incisive et ils les ont vraiment mis en difficulté. Et contre le cours du jeu, sur leur première occasion, le Real Madrid, par l'intermédiaire de Cristiano Ronaldo, fait mouche. Et à ce moment-là, on se dit que la Juventus a pris un gros coup derrière la tête. Que nenni, t'as Mandzukic qui te sort ce but d'une part. À la Olivier Tom. Franchement, ce joueur, je l'ai souvent craché dessus, mais là, hier, il a vraiment repris du crédit à mes yeux. Donc, et après, la suite de la mi-temps était telle que, on attendait cette deuxième mi-temps avec impatience, malheureusement. C'était un peu à sens unique. Excuse-moi, Nas, notre auditeur est là. Ok. On va l'accueillir tout de suite. Salut Adam. Adam, est-ce qu'il est avec nous? Salut Adam. Adam. Est-ce qu'Adam nous entend ou pas? Ouais, il nous entend pas apparemment. Ah. Bon, on va faire. Je vais le rappeler. J'ai donné la parole à Ismaël en attendant. Est-ce que toi, tu as pensé que c'était l'une des plus belles finales de ces dernières années? Je suis complètement d'accord avec Momo. C'était un match avec une intensité assez incroyable. Il n'y avait pas vraiment de calcul. Surtout que l'ouverture du score a eu lieu tôt dans la partie. Je pense que ça a dû beaucoup jouer. Et tactiquement, au niveau de l'intensité, c'était assez fou. Le but de la Juve, c'était quasiment une brésilienne, quoi. Enfin, le truc, but de rêve, quoi. Le ballon, il est resté en l'air pendant 8 secondes. Exactement. Dans 8 secondes, le ballon est resté dans les airs. De l'autre côté, le Real, ils n'ont pas lâché, surtout en première mi-temps. Puis la deuxième mi-temps, voilà, c'était complètement un régal de la part des joueurs du Real Madrid. Donc, ça confirme tout ce qu'on disait sur Zidane depuis quelques émissions maintenant. Et ça devient une très très grande légende du football. Et comment vous expliquez le fait que le Real ait tant marché sur la Juve en deuxième période? Parce que comme vous l'avez dit, en première mi-temps, honnêtement, c'était équilibré, même il y avait un léger avantage à la Juve, et d'un coup, on a vu les Turinois disparaître au fil de cette finale. Comment vous l'expliquez? Honnêtement, c'est un peu comme expliquer l'inexplicable, parce que honnêtement, il n'y a aucune raison valable qui justifie que la Juve ait baissé de régime. À ce point-là, franchement, on s'y attendait absolument pas. On s'attendait à ce qu'ils perdurent, qu'ils défendent à un moment, parce que c'est vrai qu'au retour de la seconde mi-temps, c'est vraiment le Real qui était incisif, qui dominait, qui poussait. Alors on s'est dit que la Juventus, à leur habitude, ils vont faire le dos rond tranquillement et ils vont ressurgir en contre-attaque. Mais là, il n'y a rien de tout ça, pratiquement. C'est vraiment le Real qui a insisté, qui a appuyé là où ça faisait mal. Et voilà, ils ont fait la différence en 3 minutes. Ils ont planté 2 buts qui ont littéralement achevé le moral des Turinois. Et franchement, le crédit, il en revient à Zidane et à son staff technique. Parce que il a su trouver les mots justes pour regalvaniser ses troupes, les transcender, les forcer à se transcender pour prendre cette duodécima. La 12e réussite avec Real Madrid. Alors, on va rester avec l'équipe de France, l'équipe de France 2017 qui s'est inclinée face à la Suède 2-1 dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde, 2-1 à Stockholm. C'est Giroud qui avait marqué pour l'équipe de France, Durmaz et Toivonen qui ont scoré pour la Suède. D'ailleurs, ce sont 2 Toulousains, donc voilà, c'est les Toulousains qui nous ont planté vendredi. Déjà un mot, messieurs, sur le niveau général de l'équipe de France dans cette rencontre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Le niveau de l'équipe de France, on va dire qu'il était mitigé. Alors certes, l'équipe de France a ouvert le score par l'intermédiaire d'Olivier Giroud, mais franchement sur le plan du jeu, sur la qualité technique de cette rencontre, il y a pas mal de joueurs qui sont passés au travers de cette rencontre ou qui sont très très peu mis en évidence au cours de cette rencontre. Alors franchement le résultat nul dans cette rencontre, ça aurait pas été une surprise, ça aurait été le résultat logique. Malheureusement, il y a eu cette bévue de Lloris en fin de match qui a plombé un petit peu largement ce résultat.
Donc tout est à refaire maintenant pour l'équipe de France qui, voilà, avec un match nul, se serait mis dans une position en tout cas idéale pour rallier la Russie en 2018. Là, avec ce faux pas, il va falloir cravacher d'arrache-pied pour obtenir la qualification en Coupe du Monde. Ismaël, sur le niveau de l'équipe de France, t'en as pensé quoi, perso? Ouais, le niveau de l'équipe de France, je suis assez d'accord avec Momo. Un niveau assez moyen. Il y a eu de la suffisance aussi. Il y a eu des joueurs qui étaient là par intermittence. Je pense à Paul Pogba par exemple, où des fois il arrivait à mener le jeu et des fois il était complètement absent. Matuidi un peu en difficulté aussi. Offensivement, Griezmann, il n'était pas présent dans la surface, mais plutôt à l'entrée de la surface, alors qu'on aimerait le voir devant le but. C'est dommage. C'est vrai qu'un résultat nul au final ça aurait pas été immérité, parce qu'en deuxième mi-temps on arrive à revenir dans le match. On avait plutôt mal commencé d'ailleurs. Donc c'est dommage pour la suite, parce que ça nous met la pression du coup, en sachant que la prochaine équipe qu'on va jouer c'est le Pays-Bas, qui ont 10 points, on a 13 points. Donc en cas de victoire des Pays-Bas, que je ne souhaite pas du tout bien entendu, ça relancerait totalement la qualification à la Coupe du Monde. Est-ce que, vu la composition d'équipe de départ, qui a surpris quand même pas mal de monde, notamment avec la présence d'un certain Moussa Sissoko, est-ce que Deschamps est le premier responsable aussi de ce match un peu terne de notre équipe de France Oui, en quelque sorte, parce que c'est quand même lui qui fait les choix, les compositions d'équipe, donc c'est le premier qui va être mis en avant en cas de contre-performance. Après, Moussa Sissoko, si on s'attarde sur le cas Moussa Sissoko, c'est un mec, qui a été transféré donc l'été dernier du côté de Tottenham, qui joue très très peu du côté de Londres. Tu peux dire pas du tout même, hein. Quasiment pas, pour ne pas dire pas du tout. Effectivement, Bafodé. Et voilà, ça remet en cause un petit peu tout ce que Deschamps a instauré, à savoir mettre, les gens en concurrence. Là, ce qu'il envoie comme message à travers cette titularisation de Sissoko, c'est qu'il y a des totems en équipe de France. Il y a des joueurs qui, même s'ils ne sont pas titulaires en club, peuvent être titulaires en équipe de France. Après, ça peut poser un problème, une question, donc au niveau de la concurrence. Est-ce que la concurrence, elle est toujours viable dans cette équipe? Est-ce que malgré les performances que tu peux réaliser une saison extraordinaire comme l'a fait Dembélé, extraordinaire c'est peut-être un grand mot, mais une excellente saison comme Ousmane Dembélé, ne pas être titulaire dans ce match coup près, qui aurait été vraiment important, qui était important en tout cas pour l'équipe de France. C'est ces questions-là que ça pose en tout cas. Ouais, alors que, pour poursuivre ce que disait Momo, Didier Deschamps a toujours souligné qu'il prenait les joueurs qui étaient en forme sur le moment. Et là en ce moment, les choix de joueurs qu'il fait, ça contredit absolument son discours, le discours là quoi. Donc beaucoup d'incompréhension. Je comprends pas les choix de Didier Deschamps en ce moment. Que justement par rapport à Verratti, c'est vrai que son agent il a beaucoup parlé cette saison, où il a menacé le club en disant que Marco il voulait gagner avec des champions et patati patata. Est-ce que justement si le PSG veut s'affirmer, est-ce qu'il doit lui dire Verratti, si tu veux partir, pars quoi? Parce qu'on a l'impression que limite il est intouchable, il est indispensable au projet du club, alors que il était du naufrage. C'est vrai qu'en milieu relayeur à Paris, t'enlèves Adrien Rabiot. Non mais déjà je sais pas il a bugué là. Non mais c'est vrai, non mais t'enlèves Adrien Rabiot après. Non, mais c'est ça, si Marco Verratti part, c'est compliqué. Thiago Ouais. Motta, faire tenir une saison avec la Ligue des Champions, les 2 coupes et le championnat. Après, on peut acheter d'autres milieux de Bah, terrain. bien sûr. Verratti, c'est pas le Non, seul mais milieu voilà. relayeur de la planète. Non mais mais Verratti c'est un gars talentueux, c'est un gars. faut bien savoir un une gars chose. au-dessus quand Moi, je même. trouve quand même qu'il a manqué de respect au club tout au long de la saison. Et voilà, s'il part, il va pas partir gratuitement. Vous le savez très bien. Il y aura une certaine indemnité de transfert qui sera demandée. Et avec cet argent-là, je sais pas, on peut se payer un autre milieu relayeur. Tu vois pas ce qu'il part vers Verratti. Non, mais faut C'est bien ça. Tu ramènes pour Verratti. Il y a qui sur le marché là? Non mais il faut bien savoir une chose, déjà personne n'est indispensable au Paris Saint-Germain. C'est ça. Voilà, c'est pas parce qu'un joueur dit il veut rester, il veut partir, tout ça. Ok, s'il part, ce sera une énorme perte. Mais voilà, avec tous les moyens financiers que Je Paris suis d'accord avec Saint-Germain Baf, il y a personne qui est indispensable. on peut facilement le remplacer. Donc Mais quel message t'envoies aux grands joueurs que tu veux recruter si tu laisses partir Marco Verratti? Quel message tu leur donnes? Ouais, il y a ça aussi. mais quel message tu laisses vas-y. Mais quel message tu laisses quand tu vois que ton joueur, via son agent, parce que moi, son agent c'est lui, s'il veut que son agent se taise, il aurait pu lui dire arrête de parler, mais il le laisse parler, donc quelque part c'est qu'il est d'accord avec ce qu'il dit. Quel message t'envoie aux autres clubs européens que tu te fais limite marcher dessus par un joueur? Excuse-moi, certes il a énormément de talent, c'est un très très bon joueur, mais
excusez-moi, il a fait quoi dans sa carrière, Marco Verratti, quoi? C'est pas Modric, c'est pas Toni Kroos, enfin, pardon, quoi. À un moment donné, faut rester pondéré, et il faut aussi se faire respecter en tant qu'institution, et quand tu te fais marcher dessus comme ça toute la saison. Non, marcher dessus, c'est un grand terme. Oh, je peux te dire que, il a eu des déclarations. Je peux te dire que l'année dernière, le PSG sans Verratti, non, mais peu importe. Oui. Peu importe. Il y a 2 ans aussi, Tu peux pas te comporter comme ça, juste parce que t'es un bon joueur de l'équipe. Enfin, comme l'a dit Baf. C'est pas un comportement irrespectueux non plus. Si, je vois pas quand ce même. irrespectueux à vouloir partir. Quand même, à chaque fois tu dis attention, moi je veux partir, le Paris Saint-Germain, vous savez, si Marco veut passer un cap, il peut aller ailleurs, et puis sans cesse. C'est la vérité, ça. Oui, c'est le game. Qui partent alors? C'est le jeu des transferts, Nassourdine. C'est comme ça le football aujourd'hui, enfin. Enfin, pardon, mais s'ils le pensent, qui partent et que Paris cherche un autre joueur. À un moment donné, il faut des joueurs aussi qui s'inscrivent dans le projet. Si Marco Verratti n'a pas la patience de rester dans le projet et de se fondre dedans, merci. Ça fait combien de temps qu'il est à Paris? Ça fait déjà 5 ans. Mine de rien, ça fait déjà 5 ans. Il était là contre le Barça quand on a pris 6-1. Il était là. Leader, non? Il était là. Pourquoi il a pas porté l'équipe avec les là. autres? Pardon. Le gars, il se met dans un statut, dans le sens où c'est l'un des 4 de l'équipe. Il était où contre le Barça, Marco Verratti? Il était où? Mais c'est l'équipe au complet qui a pris. C'est toute l'équipe qui s'est noyée. Moi, j'attaque les cadres. Thiago Silva, Marco Verratti, Blaise Matuidi, même s'il avait fait un grand match au retour, comme Verratti. Mais c'est les cadres, pardon. À chaque fois qu'il y a une contre-performance ou un truc, on tape sur les cadres. Ça veut dire on fait partir tout le monde alors. Cet été, on fait partir tout le monde. Non, pas du tout. Non. Si j'écoute ton raisonnement, c'est ça. On fait partir. Non, mais si Marco Verratti veut partir, qu'il parte. C'est ça que je dis, moi. S'il veut partir, au revoir. Donc on retient pas nos meilleurs joueurs. On fait fit tout ça. Non, s'il a un comportement. Faisons partir Marco Verratti. Moi je suis désolé, mais 80 millions, Barça, Real, on va pas retenir un joueur contre son gré, ça on est d'accord là-dessus. Mais qui vous dit qu'il est retenu contre son gré? Il est absolument pas retenu contre son gré. À chaque fois qu'il y a eu bras de fer, il a été prolongé. Il a été prolongé systématiquement. Là, il est prolongé jusqu'en 2021. Ça me rappelle un peu Thiago Silva. On donne des statuts à des mecs, par exemple Thiago Silva. Le gars, il gagne plus que Sergio Ramos. Moi personnellement, ça me choque. On donne des statuts à des mecs, certes, qui sont des bons joueurs, mais on dirait qu'ils ont des statuts de milieu de terrain. Après, c'est ces mêmes joueurs-là qui, lorsqu'ils partiront dans un autre club à l'étranger, vont commencer à gagner des titres. À ce moment-là, on va se dire, ah putain, il évolue dans notre club il y a quelques saisons en arrière. C'est toujours comme ça en France. Exactement. C'est toujours comme ça. La mentalité, elle est comme ça en France. On les laisse partir, après une fois qu'ils sont partis, il évolue dans notre championnat, celui-là. C'est pas qu'on les laisse partir, c'est qu'il veut partir. Mais qu'il parte. Moi, s'il veut rester, s'il aurait un discours un peu comme Marquinhos. Verratti restera à la condition qu'on lui apporte un projet de jeu clair, un projet de jeu avec des identités, avec des joueurs précis, vraiment pour améliorer l'équipe. Moi, j'apprécie. Tant qu'il n'y a pas ça, moi, je vais te donner l'exemple d'un autre cadre, Marquinhos. Marquinhos, il était très clair. Et pourtant, Marquinhos, Dieu sait qu'il est courtisé. Il est autant courtisé que Marco Verratti. Ouais. Mais lui, il a dit clair, net. Moi, l'année prochaine, je m'inscris dans le projet du Paris Saint-Germain. Il a dit clair, net, précis. Et pourtant, c'est un espoir, c'est un bon joueur. Si Verratti, il aurait eu le discours de Marquinhos, mais il reste, moi, franchement, bien sûr que Verratti, c'est un grand joueur. Mais dès lors que tu commences à te comporter comme ça, à faire un peu le mec au-dessus du club et à dire, à faire la rostat, je peux le dire, à faire la star. Voilà, faire la star. Il prend la grosse tête. Choquant. La vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain, parce que là, il y a des rumeurs PP qui vont arriver peut-être au PSG. Ramène un PP au PSG, il a signé ou pas? Non, il a pas signé. Et quand tu vas voir PP arriver, tu vas voir la réaction de Marquinhos après. Mais il est pas arrivé. Vous faites de la science-fiction, là. Il est pas arrivé. Bien sûr que oui, c'est à partir du 1er juillet que tout est officiel, Nassourdine. Dans ce cas-là, on parle pas de mercato. Pour l'instant, entre Pep et le Paris Saint-Germain. Donc moi, je sais pas ce que va faire Paris au niveau de son défenseur central. Mais moi, je pense que si Pep y vient, celui qui est menacé, c'est plus Thiago Silva que Marquinhos. Mais après, c'est mon avis. Roland Garros qui s'achève aujourd'hui. Hier, il y a eu la finale dames entre Alep et Ostapenko, et à la surprise générale, c'est la jeune Lettonne de 20 ans qui s'est imposée 4-6, 6-4, 6-3. Déjà, vous qui avez un peu regardé la finale, un mot sur le niveau de jeu de cette rencontre entre ces deux joueuses. On avait pensé quoi? Le niveau de jeu général de la rencontre ne m'a pas impressionné en tant que tel. Étant donné que celle qui a gagné le match d'hier, elle a eu plus de 50 fautes directes dans le match. Quand même 49 coups gagnants quand même. Ouais. 54 coups gagnants en rencontre. 54 coups gagnants et 50 fautes directes. Donc, elle a fait la pluie, c'est un peu, voilà, exactement. Et Alep de l'autre côté, elle ramassait la balle à chaque fois. Donc, non, sur le niveau de la finale, c'était une finale une finale féminine.
Voilà, avec pas mal de renversements de jeu, un scénario complètement fou. Avec voilà, Alep qui mène 6-4-3-0 qui se fait remonter, qui finalement perd l'occasion de rafler son premier titre du Grand Chelem. Donc en tout cas, félicitations à la jeune Ostapenko qui, j'ai pas envie de dire, parce qu'il sort de nulle part, il faut le dire clairement. Elle sort de nulle, elle était même pas tête de série pour vous dire. Bah, c'est la première fois qu'une non-tête de série gagne Roland Garros depuis une vingtaine d'années. Depuis qu'elle est née. Exactement. Ouais. Depuis qu'elle est née, en fait. Ouais. Le jour de sa naissance, elle a gagné Roland Garros, et c'était le jour de la dernière victoire. Non, chez les femmes. Chez les femmes. Chez les femmes, je crois que ça date de 1933. Non, chez les femmes, 1933. 1933 chez exactement. les femmes. Et non, t'as raison, Gustavo Kuerten. Gustavo Kuerten. Ouais, c'est vrai, le 8 juin 97. Exactement. C'est une superbe histoire. C'est une belle histoire. Superbe histoire. Franchement, bravo à elle. Malheureusement, c'est la continuité maintenant qu'on recherche dans le tennis féminin. Voilà, justement. Voilà, c'est ça. Parce que là, on a il n'y a pas de visibilité, malheureusement. Exactement. On ne sait pas qui sont les leaders vraiment de ce circuit. On se cherche encore. On a l'impression que Serena Williams, ça va pas tarder à partir. Elle est plus proche de la fin que du début. Qui pour mener, Même là, on regarde la finale. Mais Sharapova, elle a pas été invitée. Au premier tour, elle aurait dû être sortie par Chirico, une américaine. Elle était au bord de la défaite. Elle était menée comme le scénario d'hier. 6-4 et 3-1. Elle s'en est quand même sortie. Alep en quart de finale, elle doit jamais se retrouver en finale. Alep, elle est menée 6-3, 5-1, elle renverse le scénario totalement pour gagner. Contre Svitolina. Ouais. C'est incroyable. Aucune visibilité dans le tennis féminin, ça fait vraiment peur. Il n'y a pas de favoritisme. Donc du coup, c'est le signe aussi d'un niveau qui est en train de baisser. Ouais, t'as raison. Mais il y a aussi Simona Alep, c'est pas la première fois qu'elle est en finale de Roland Garros. C'est la deuxième fois. Elle avait déjà perdu contre Sharapova. Exactement. Donc on peut dire qu'il y a une certaine leader sur terre battue. Simona Alep. C'est un peu tiré par les cheveux. C'est jamais une leader, Simona Alep. Tu regardes pas ses matchs. Elle joue très très mal. Elle joue très très mal. C'est pas spectaculaire. Moi je parle juste au niveau des résultats. Elle est là, mais elle est capable de faire une finale, mais dans 3 semaines à Wimbledon, elle est pas en finale. Non, mais ça, on est complètement d'accord. Elle passe pas la deuxième semaine à Wimbledon. Tu verras, je te parle ce que tu veux tout de suite, elle passe pas la deuxième semaine. On est complètement d'accord. Mais bon, elle est quand même numéro 3 mondial, et puis c'est sa deuxième finale à RG en 3 ans. Donc, La fin de la saison NBA et la victoire des Golden State Warriors qui ont fait un 16-1 en playoff, c'est exceptionnel. Alors déjà, sur cette équipe-là, est-ce que c'est la plus belle équipe du 21e siècle, Momo? Du 21e siècle... Aussi dominante que les Warriors depuis que je suis la NBA je vais bientôt avoir 25 ans, depuis que je suis la NBA. Pas tout jeune, hein. Je suis pas tout jeune, comme tu peux le constater. Depuis que je suis la NBA, non. Franchement, j'avais envie de te dire Shaq et Kobe, de 2002, du temps où, t'as Shaq qui te met 40 points, 20 rebonds à chaque match. Mais même ça, c'était pas aussi impressionnant que la force collective des Warriors version 2017. Honnêtement. Ghislain, toi, tu penses comme Momo que... Après, il faut voir aussi le niveau des autres équipes aussi. Il faut voir ça qui est en jeu. Est-ce qu'avant, les équipes étaient un peu plus serrées, etc. Et il y avait surtout la NBA qui était beaucoup plus stricte au niveau des joueurs, le salary cap et compagnie. Et là, aujourd'hui, les équipes NBA, comme on voit avec Cleveland et les Golden State Warriors, peuvent se permettre de dépasser leur salary cap. Ils payent des taxes et aujourd'hui, c'est quasiment illimité, quoi. Avant, c'était un peu plus régulier. Je me rappelle, par exemple, que Chris Paul avait été refusé aux Lakers par les dirigeants, par la commission NBA. En 2011. Voilà. Si les Lakers avaient eu Chris Paul avec Brett Howard et compagnie, peut-être ça aurait changé un peu la donne. Donc voilà, et ça aurait été une équipe aussi qui aurait dominé pendant quelques années. Et ça s'est pas fait parce que ça a été contrôlé. Là, on voit Kevin Durant qui arrive, et même LeBron James, quand il était allé à Miami, ça avait fait un petit scandale, quoi. Miami avec Chris Bosh et Dwayne Wade, c'est des équipes, on va dire, un peu, c'est façonné pour titre, quoi. C'est fabriqué comme ça. Et avant, c'était un peu moins le cas. C'était, ça se construisait petit à petit et ça gagnait. Et on va dire que ça a vraiment commencé, même, je pense, plus avec les Boston Celtics quand ils avaient fait venir Kevin Garnett et Ray Allen aux côtés de Paul Pierce. Voilà. Déjà là, ça commençait à en fabriquer des équipes du titre. Avant, c'était plus des équipes qui se formaient sur le temps et qui se montraient. Là, aujourd'hui, il faut gagner tout de suite, et du coup, ça change un petit peu, et c'est ce qui fait que, on a la meilleure équipe NBA. Mais ça appauvrit certaines équipes, du coup.
Ouais. Pour terminer, Ghislain, juste un mot pour résumer cette saison 2016-2017 de NBA. Un mot, je sais pas, on va dire que ça a été plutôt assez fantastique avec des joueurs qui individuellement nous ont montré, je pense à Russell Westbrook, on va voir s'il termine MVP, c'est bientôt, là c'est fin juin qu'on va avoir des résultats. Et ouais, elle a été fantastique, due par des exploits avec ses équipes individuelles, collectives des Warriors, et puis des joueurs individuellement monstrueux. Il n'y a pas que Russell Westbrook, on peut penser à Isaiah Thomas, donc voilà, plutôt fantastique cette saison, et j'espère qu'on aura la même, voire mieux si c'est possible, mais j'ai un peu du mal à y croire, donc voilà. Oh, scotché, quel contre, bon appétit. 40-0, dernier manche. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.